Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu dans lequel j'aurais jamais cru poser un jour un seul pied, d'un ministre japonais mais complètement à la masse, et d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter mes aventures du week-end dernier, puisque je suis allé à la convention de la droite. Oui, alors me demandez pas comment je suis retrouvé là-bas, en fait, à vrai dire, on m'a invité, quelqu'un qui m'a proposé, il m'a dit « Ah, est-ce que tu as envie de venir, etc. Allez, viens, je t'invite, je veux... » Ok, allons-y, parce que voilà, je trouve ça toujours intéressant d'aller dans différents milieux sociaux, ne serait-ce justement pour faire un peu de psychosociologie appliquée, hein. J'étais allé il y a au moins une dizaine d'années à la fête de l'UMA pour à peu près les mêmes raisons. Voilà, et donc du coup, je m'étais rendu gentiment donc à la convention de la droite, et j'avais envie de vous raconter, de partager avec vous cette expérience psychosociologique qui nous ramène tout droit à René Girard. Ouais, j'avais au moins fait 2 vidéos sans en parler de René Girard, donc ça va pas du tout, faut absolument que j'y retourne. En fait, les choses ont commencé de façon assez étonnante en m'approchant du lieu. J'y suis allé en tram, et alors que je me demandais où était mon chemin, ne connaissant pas la salle de spectacle dans laquelle cette grande messe allait avoir lieu, je repérais dans le tram un individu d'environ 45-50 ans, avec un embonpoint certain, un costume d'un classicisme à en pleurer, un gris, bleu... C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ma chérie. Le genre de costume des gens qui sont mis en examen pour abus de biens sociaux. Voilà, et avec pareil des cheveux gris, un teint un petit peu terne comme ceci. Enfin voilà, tout évoquait Pierre Gattaz comme ça, engoncé dans un costume. Donc je m'étais dit, oh, lui, il doit aller à la convention de la droite. Du coup, j'ai suivi cette heuristique comme ça, en me décidant à le suivre. Et ben ça n'a pas loupé, effectivement, il y allait tout droit. Donc je me suis donc retrouvé face à une espèce de cordon de sécurité, mais c'est assez rare que je me retrouve dans des environnements comme ça, avec un tel dispositif de sécurité, vraiment, les armoires à glace, puis des beaux bébés, hein, et moi Dieu sait que dans le milieu des arts martiaux, j'en vois des fois des gars costauds, mais là vraiment, du 1m95 minimum, du 120 kg minimum, avec les oreillettes, le crâne rasé, enfin vraiment, voilà, le truc qui sentait bon, la respiration et la culture. Enfin, je dis ça, j'ai des amis qui font ce gabarit-là, qui ont le crâne rasé et qui sont très cultivés. Alors, chose assez cocasse, c'est qu'ils m'ont confisqué ceci à l'entrée, hein. Ça, c'est une gourde, hein, juste une gourde, hein, que j'avais. Alors, j'ai essayé de demander simplement aux agents de sécurité pourquoi est-ce qu'on me confisquait ma gourde avec de l'eau, parce qu'encore dans un avion, il peut y avoir des explosifs, etc. Bon, déjà ça, c'est assez discutable, mais enfin... Je peux comprendre, alors ce qui était, comme d'habitude, hein, le gars m'a répondu 3 fois, parce qu'on a des normes de sécurité strictes, en transe lourde, hein, ça n'est qu'après 3 fois où j'insiste, où il a été capable de me dire, parce qu'on peut s'en servir comme projectile, c'est-à-dire qu'il a commencé à être capable d'essayer de justifier la règle au-delà de son application vraiment bête et méchante. Bon, donc je lui ai donné ma gourde. Chose très rigolote, il se trouve que j'allais peut-être après un entraînement d'arts martiaux où il y avait peut-être des chances que je fasse un petit peu de lancer avec des amis. Et donc j'avais dans mon sac des couteaux de lancer, hein, donc qui eux aussi peuvent être lancés, mais qui visiblement n'ont pas été détectés par le service de sécurité comme étant problématique. C'est dire vraiment l'efficacité extraordinaire de ce genre de dispositif. Mais enfin bon, tout le monde était là, vraiment comme ceci. Bon, il se trouve que j'avais envie de lancer absolument... Enfin, j'avais aucune envie de lancer quoi que ce soit sur qui que ce soit. Tant mieux pour eux et pour tout le monde. Voilà, donc de là, je rentre dans un hall. Ouais, je vous fais du storytelling, là, hein. C'est un nouveau format de vidéo, c'est totalement improvisé, j'avais pas du tout prévu de vous la faire, cette vidéo-là, mais je me suis tellement amusé à la convention de la droite que j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc du coup, je suis rentré ensuite dans un hall comme ça, avec une musique extraordinaire, vous savez, la musique de Christophe Colomb, comme ça, qui arrive et qui découvre l'Amérique, des musiques épiques. Je me sentais déjà tellement plus de droite qu'en rentrant. Et puis je suis sûr que j'ai plein de gens avec des sensibilités de gauche qui m'écoutent comme ça, qui vont être ravis que pour une fois, je parle enfin un petit peu de la droite, après toutes les vidéos que j'ai fait, où je déconstruis pas mal les mythologies de gauche, hein, dans les vidéos sur le communisme, celles sur l'utilitarisme, etc., etc. Alors qu'effectivement, j'ai même des gens qui en arrivent à penser que je suis de droite, enfin bon, c'est vraiment... alors que ma position se rapproche beaucoup plus de celle de Pierre Desproges, hein, quand il dit qu'il a rien qui l'emmerde plus que la gauche que la droite, ou réciproquement. Voilà, non, pour synthétiser un petit peu ma pensée sur le sujet avec une contrepétrie, honnêtement, la logique des camps me fatigue.
On s'est retrouvé comme ça dans une immense salle. Alors bon, le speaker, le présentateur a bien insisté sur le fait qu'on était 2000 et que l'année prochaine on allait être 4000, etc. Donc là déjà je sentais les pulsions grégaires, comme si le fait d'être plein était un gage de quoi que ce soit en fait, à part le fait d'être plein. Bon, bref, on était déjà à fond sur les pulsions grégaires, donc la musique. Alors évidemment, on s'est levé pour entonner ensemble la Marseillaise. Alors là, c'était génial parce que j'ai regardé les endroits, les bouches, et donc il y avait au bas mot 2/3 des gens qui ne connaissaient pas la Marseillaise. Donc c'était extrêmement rigolo d'entonner ce chant soi-disant fédérateur, alors que la plupart des gens ne semblaient pas connaître les paroles. Enfin, vous savez bien, la Marseillaise, la plupart des gens connaissent les premières paroles, mais après, dès qu'on rentre dans les couplets, il n'y a plus personne. Bon, bref. Donc ça, c'était très très rigolo. Et donc, est arrivé la star, histoire de bien rentrer dedans, de bien commencer, Éric Zemmour. Bon, bah Éric Zemmour a fait du Zemmour, hein, c'est-à-dire qu'il nous a proposé une bonne logique de camp. En fait, il a bien posé le conflit mimétique qui était censé donc souder la réunion qui avait lieu ce jour-là. Donc il y avait les étrangers et puis les Français de souche. Enfin, puis il y avait vraiment cette espèce de dichotomie dans son discours que vous pouvez retrouver facilement sur internet. Je vous mettrai peut-être les discours dont je vais parler dans cette vidéo dans les liens en dessous si vous voulez les voir pour pas que vous perdiez de temps. Il a bien posé les choses comme ceci en se basant notamment sur les racines. Alors dans son discours, effectivement, qui était d'ailleurs intéressant d'un point de vue strictement littéraire. J'aime bien la plume de Zemmour, hein. On peut apprécier un discours indépendamment du contenu idéologique. Donc un discours très bien écrit, dans lequel il relevait effectivement certaines contradictions de la narration progressiste de gauche, comme par exemple le fait que les Arabes, les Noirs, etc. avaient le droit, parce qu'ils étaient en minorité opprimée, de se revendiquer d'une certaine race, et qu'ils avaient le droit effectivement d'utiliser le mot race, là où pour les Blancs c'était quelque chose d'interdit. Donc effectivement, il pointait en effet du doigt quelques 2 poids 2 mesures qui n'étaient pas inintéressants. De toute façon, même une horloge arrêtée a raison 2 fois par jour. Mais enfin, globalement, on se replaçait là bien dans un conflit mimétique, et notamment dans une narration basée sur le choc des civilisations. Hein. Quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés, mais pas pour les Français. Et donc Zemmour fustigeait l'individualisme en essayant d'expliquer donc dans son discours que il ne fallait pas penser en termes d'individus, que ça c'était quelque chose pour les idiots, mais qu'il fallait penser en termes de choc de civilisation, et qu'à ce petit jeu-là, eh bien donc le grand remplacement allait avoir lieu, même si je crois qu'il n'a pas employé le terme, enfin peut-être, je ne sais plus, et que donc de ce point de vue-là, il fallait protéger les racines chrétiennes, blanches, etc. de la France. Voilà. Mais oui, c'est une prise de conscience collective, quoi. Je veux. Donc c'est vrai que l'ambiance était donnée, et que quand j'y réfléchis un peu avec le recul, il y avait même une ambiance qui, à mon avis, tirait davantage vers le Front National que vers la droite classique, même si, pour l'occasion, les différentes tendances de la droite étaient censées, en tout cas, être rassemblées, même si, sociologiquement, j'ai vu plutôt de la droite conservatrice, j'ai pas beaucoup vu de la droite macroniste, internationale, etc. J'ai plutôt vu là-bas une droite nationaliste, souverainiste, voire gaulliste, hein, en termes de sociologie. Hein. Vous aviez 3 grandes principales catégories de gens à ce meeting. Vous aviez Jean Gonzague de la Charte qui était donc avec 20 ans, 22 ans, la mèche, étudiant en droit, en école de commerce, voilà, HEC, etc., qui parle comme ça, etc., qui était ravi de faire du bénévolat. Vous aviez des chefs d'entreprise de 45-50 ans, du type de celui que j'avais suivi en arrivant, et puis vous aviez des couples retraités, 70, 75, 80 ans, ensemble depuis 40 ou 50 ans, voilà, la famille de France, quoi, etc. En gros, c'était à peu près ça le substrat sociologique essentiel. Bref, Éric Zemmour, du coup, donc, produisait cette narration visant, je sais pas si c'était conscient ou non, mais en tout cas, à stimuler une espèce d'antagonisme et d'envie de revanche, de reconquête face à ces hordes arabo-musulmanes qui envahissent la France. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur, vous avez raison d'avoir peur. Et donc, ce faisant, il incarnait absolument la stratégie décrite par René Girard dans son livre Achever Clausewitz, qui consiste à dire que avant un conflit, il faut toujours présenter aux gens une narration comme quoi nous sommes agressés, hein, comme quoi nous sommes les victimes de quoi que ce soit qui va arriver, et qui va donc justifier en fait le fait qu'on déclenche la première offensive.
Si vous regardez bien, dans les disputes par exemple, je sais pas, peut-être avec votre compagne ou votre compagnon, c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Avant une dispute, il y a toujours un moment où on se raconte à soi-même, en état d'auto-hypnose au passage, une narration dans laquelle on est victime, dans laquelle l'autre n'a pas été cool, dans laquelle l'autre nous a pas vu, nous a pas respecté, nous a pas entendu, nous a pas considéré. Alors ce discours d'Éric Zemmour, ma foi, était extrêmement intéressant, donc comme je vous l'ai dit, tant par ses qualités littéraires que par le fond et l'omniprésence du conflit mimétique qui n'avait de cesse que de ramener. En fait, son discours se tient, si on en accepte ses prémices, et ses prémices, c'est d'identifier l'individu à ses origines culturelles, à ses origines ethniques. Voilà, on va dire ethnico-religioso-culturelles. Voilà, en gros. Bon, c'est un présupposé, mais c'est un présupposé qui est extrêmement restreint. Donc si on limite son horizon politique à ses présupposés, ma foi, son discours et son point de vue se tient. Si l'on prend un petit peu de recul et que l'on considère, comme Salman Rushdie, que l'homme n'a pas de racines mais qu'il a des pieds, alors effectivement, on prend tout de suite un petit peu de recul, et c'est d'ailleurs ce recul qu'a essayé d'apporter par la suite Raphaël Enthoven. Alors, Raphaël Enthoven, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment il a été introduit. Avant qu'il ne l'introduise, le présentateur nous a dit qu'initialement il était censé avoir, pour apporter la contradiction au discours d'Éric Zemmour et aux idées présentées par Éric Zemmour, qu'il était censé y avoir un représentant de En Marche, du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais que malheureusement ce représentant avait annulé au dernier moment, il avait eu piscine, le pauvre, et donc le présentateur se gargarisait de cette annulation de dernière minute, avec bien sûr tout le sous-entendu qui consistait à dire nos idées sont tellement puissantes que Emmanuel Macron et ses sbires ont peur. Bon, mais, donc, il introduisait ensuite quelqu'un qui avait bien voulu jouer ce rôle-là, Raphaël Enthoven. La France n'est pas une vertu en soi. La France n'est pas un territoire, pas seulement, ou des traditions. La France n'est pas un égo-trip. Un citoyen n'est pas un supporter. La France est une histoire tragique et bien souvent honteuse. Mais la France est aussi une ambition qui va plus loin qu'elle-même ou qui dépérit à l'inverse quand elle se cache ses propres crimes et qu'elle cherche, dans le confort de son terroir, un refuge à sa mauvaise foi. Raphaël Enthoven a commencé un discours, là encore, discours également très très bien écrit, je vais vous le mettre aussi en description si vous avez envie de le lire ou de le voir. Raphaël Enthoven a entamé son discours avec un niveau de langue que j'ai trouvé extrêmement agréable et que j'aimerais rencontrer davantage dans les différentes publications médiatiques. En tout cas, quelque chose qui nous tire plus ou moins par le haut, ne serait-ce qu'en termes de forme. Après, on va discuter du fond, mais enfin, c'est déjà sympathique d'avoir une jolie forme. Raphaël Enthoven a commencé son discours en assumant, ni plus ni moins, un rôle de bouc émissaire. Je suis venu, selon le mot de Raymond Aron, vous dire ce que je crois vrai, et non ce que vous auriez plaisir à entendre. Je suis venu parce que la diabolisation a le triple effet de vous rendre service, de vous faire trop d'honneur, et de donner bonne conscience à celui qui diabolise. Alors il a commencé avec une position basse, avec une certaine intelligence relationnelle, avant de changer totalement de cap, et donc de tenir son rôle comme ça, de façon relativement, je ne vais pas dire agressive, parce qu'il ne faisait jamais que dire lui son point de vue, il n'a jamais été insultant ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il l'exprimait avec une certaine force de conviction, avec une certaine assertivité, pourrait-on dire, pourquoi les idées de la droite qui avaient été présentées par Éric Zemmour et par Robert Ménard avant ne pourraient pas tenir et n'auraient pas de sens. De ce point de vue-là, les différents arguments qu'il a avancés sont extrêmement robustes. Je vous en cite quelques-uns, sans prétention à être exhaustif. Le fait qu'il est très très difficile pour un être humain de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on a autorisé par exemple le mariage gay, on va pas pouvoir l'enlever, à partir du moment où on a autorisé la PMA, la GPA, on va pas pouvoir revenir en arrière, etc. Puisque l'être humain déteste être privé de liberté. Oui,
C'est vrai dans un certain sens, et en même temps, l'histoire abonde de pays, je pense notamment certains pays du Maghreb où aujourd'hui une femme ne peut pas sortir sans voile intégral, alors que quand on regarde il y a 40 ans, elle le pouvait sans problème. Donc c'est bien qu'il est tout à fait possible d'avoir des retours en arrière. Il suffit de voir aussi certaines républiques orwelliennes qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Certes, le cerveau limbique des individus déteste avoir une restriction de liberté, tout comme le cerveau limbique des animaux d'ailleurs. On n'aime pas ça, dès qu'on est retenu, on a envie de se dégager. Mais à partir du moment où c'est amené avec les bonnes narrations, le bon storytelling, la bonne ingénierie sociale, l'histoire montre qu'il est relativement aisé d'amener des restrictions de liberté, à partir du moment où on le fait au nom de quelque chose de grandiloquent. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Donc, là encore, Raphaël Enthoven avait comme rôle à ce moment-là de jouer le contradicteur, donc il le faisait exprès, mais enfin, l'argument, même s'il est audible, n'est pas aussi robuste qu'il n'y paraît. Enfin, je ne lui ferai pas l'insulte de postuler qu'il l'ignora. Une de ces phrases que j'ai trouvée extrêmement élégante, l'être français n'est pas un dispensateur de vertu. Effectivement, nous avions dans la salle énormément de gens qui d'ailleurs ont très mal réagi à certains points de son discours. Et je suis bien obligé de reconnaître la disputation moyenne-médiévale avait une autre qualité. Argument quand même. Il s'est fait huer, conspuer à de nombreuses reprises par des gens du public de façon totalement... j'étais dans la salle, c'était extrêmement spontané et extrêmement parcellaire. C'est-à-dire que c'était pas un énorme mouvement, mais c'était plein d'individus isolés, comme ça qu'on commençait à appeler et à lui demander simplement de fermer sa gueule, ou peut-être au moins d'abréger son discours. une souche, c'est un arbre sans tête. Comment est-ce qu'on peut se vanter d'être un truc pareil ? Il est vrai que il a directement attaqué la transe d'identification dans laquelle se trouvait un certain nombre de personnes dans l'auditoire. Il a attaqué la transe d'identification de tous ces gens qui s'identifiaient littéralement à l'ethnie blanche, à la culture chrétienne et d'une façon générale au mythe fondateur du groupe social France. Dans les deux cas, le sentiment d'avoir une identité et de se distinguer des autres par l'identité qu'on a est une double illusion. 1. Nous n'avons pas d'identité, autre que nos souvenirs. Excusez-moi, je reprends un tout petit peu en arrière. Le sentiment d'avoir une identité... Attends, pardon, je reprends encore. Une phrase plus haut. Qu'on additionne des qualités ou qu'on sacralise les rites d'un terroir, c'est le vide qu'on retrouve dans les deux cas. Et donc fatalement, à partir du moment où on enlève la transe d'identification à quelqu'un, il se retrouve directement confronté à son vide de lui-même. Et alors que ça peut être une chance de se trouver soi-même, si on arrive à en jouir, la plupart des gens là n'étaient pas du tout prêts cérébralement, ils n'avaient même probablement pas les capacités cognitives à ce moment-là pour en jouir. C'est donc de la violence qui en est ressortie, en tout cas au moins de la violence verbale, et de la violence ressentie, puisque son discours a fait un véritable tollé. Il a terminé aussi avec quelques sifflements sur une petite question rhétorique. Qui aime mieux son pays ? Est-ce que c'est celui qui en reconnaît les zones d'ombre ou celui qui l'idéalise totalement ? De ce point de vue-là, il n'a d'ailleurs pas tort, à mon avis. Effectivement, on adhère 1000 fois mieux à une thèse en connaissant ses taches d'ombre, ses taches aveugles. Mais nous étions là dans une espèce de messe d'individus qui étaient totalement acquis à la cause et totalement aveuglés par certains mythes, mais jusqu'à un point réellement impressionnant. J'ai pu entendre un peu les gens parler et les réflexions. Il y avait un manque de recul absolument aberrant. Vous leur dites juste ce qu'ils veulent entendre jusqu'à ce que vous ayez 51%. Ensuite, vous pouvez gouverner comme un taré d'extrême droite. Qui personnellement m'a donné vraiment l'impression de revenir, oui, à des meetings. Allez, on va oser. Allez, on se fait un petit point Godwin. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. Qui me donnait l'impression de revenir à des meetings qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. Alors je sais que ce soit un meeting de gauche ou de droite, honnêtement, c'est à peu près le même genre de feeling que j'ai dans ce genre de truc. C'est un chaman qui hypnotise tout le monde, tous les enfants qui sont là.
comme ceci. Enfin, on est vraiment dans du lavage de cerveau total. J'en parlais d'ailleurs récemment dans un podcast que je vous ai mis sur la page Facebook Hypnomachie, voilà, et où je parlais un petit peu comme ça de comment ce genre de meetings sont des formes gigantesques d'hypnose de masse. Et là, je peux vous dire que j'ai bien senti une ambiance, que j'ai trouvé une lourdeur, mais d'une lourdeur assez terrible. Peux se tutoyer ? Oui, c'est sympa. T'es lourd. Et c'est vrai que le public ne me semblait pas vraiment incarner la citation de Merleau-Ponty quand il dit qu'il est préférable de ne jamais consentir à être tout à fait à l'aise avec ses propres évidences. Non. Là, on était dans l'ordre de la foi bête et méchante. Hein. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette expérience psychosociologique, à part le fait de revenir dans des endroits pour me rappeler que, ah oui, je viens de me rappeler pourquoi j'y vais plus, ce qui est toujours intéressant une fois de temps en temps, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, et je changerai pas d'avis à ce sujet, c'était la position de Raphaël Enthoven. Comme il le disait au début de son discours, il avait tout à perdre à venir. En effet, dispenser ainsi l'expression d'une opinion divergente face à une assemblée que l'on sait être hostile au discours qu'on va tenir relève d'un certain point de vue du masochisme. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'un individu comme Raphaël Enthoven, que je sais relativement intelligent tout de même, qu'est-ce qu'il trouve comme intérêt à venir faire ceci? Alors, je ne sais pas s'il a été payé pour le faire ou si il le fait bénévolement. S'il a été payé pour le faire, ça peut déjà être effectivement une motivation en tant que telle. Bon, le fait qu'il fasse directement un bad buzz, que ce soit ensuite relayé dans la presse, lui fournit une certaine visibilité en termes d'image, et comme on le sait, dans le star system, il faut mieux qu'on parle de nous en mal qu'on ne parle pas de nous, hein, donc peut-être qu'il avait simplement envie de se faire un petit coup de com'. Ah ! J'ai vu ses livres qui étaient en vente à l'entrée, je sais pas s'il en a vendu beaucoup, mais à mon avis, vu le speech qu'il a fait, il a pas dû en vendre énormément. Mais ce qui m'a surtout intéressé, ça a été comment Raphaël Enthoven s'est placé en moins de 2 minutes dans le rôle du bouc émissaire. C'était extrêmement malin de la part des ingénieurs sociaux qui prévoyaient l'organisation de ce meeting de la convention de la droite, de faire appel à un bouc émissaire. En effet, lorsque la salle entière commençait à le huer lui, cela aidait à créer un sentiment d'unité entre les différents membres de l'Assemblée, hein, conformément à la logique girardienne du bouc émissaire. Et donc, comme le but, c'était justement d'essayer de restaurer une droite qui avait été complètement détruite après l'élection d'Emmanuel Macron, et il est vrai que dans l'ambiance, comme ça, je sentais une espèce d'immense ambiance générale d'une droite fatiguée, désespérée, n'ayant rien d'autre à offrir que des espèces de fantômes et de chimères passéistes totalement déconnectés du présent et incapable de dire réellement, en fait complètement coupé d'une certaine modernité. En fait, je voyais une espèce de droite incapable face à un ordinateur, incapable de dire à quoi sert un port USB. USB ジャックってどういうものかご存知ですか？使う場合はその穴を入れるらしいんですけども、細かいことは私はよくわかりませんので、もしあれだったら私よりも詳しい専門家に答えさせますけど、いかがでしょうか？ Si l'on fait un peu d'ingénierie sociale, et si le but est effectivement de refédérer un groupe et de lui redonner un souffle, eh bien ça a été extrêmement bien fait. Commencer avec Éric Zemmour, commencer avec un bon conflit mimétique qui permet de se rassembler face à un ennemi commun, histoire de créer un sentiment d'unité, même entre des partis qui pourraient être différents, entre droite, extrême droite, il peut y avoir des dissensus. Non, se concentrer sur ce qui rassemble avec un ennemi commun. Ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorités mal vues au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des déhanchements de Mick Jagger, tout cela ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Ensuite, ramener un bon bouc émissaire qu'on va collectivement huer, conspuer, etc. Enfin voilà, on est vraiment dans des procédés classiques en termes d'ingénierie sociale, mais j'ai trouvé que cet exemple l'illustrait de façon très très simple, très convaincante et en plus en accord avec une certaine actualité, et donc j'avais envie de le partager avec vous. En outre, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, l'individu qui prend ainsi, face à une tribune, le rôle de bouc émissaire, est parallèlement investi d'une espèce de pouvoir magico-hypnotique sur l'ensemble de la communauté et devient l'espace d'un court instant, en même temps qu'il est bouc émissaire, chaman. C'est-à-dire qu'il devient investi d'une espèce de puissance qui va aiguiller le flot de pensée et surtout d'émotions du groupe. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps,
La salle était tellement chauffée, tellement en réactance, avait tellement envie de sauter à la gorge de Raphaël Enthoven, que peu importe ce qu'il aurait dit, la salle serait allée contre. Et à partir de ce moment-là, malgré le fait que Enthoven soit sacrifié collectivement à l'aune de l'envie de refédérer le groupe, il disposait également d'un pouvoir magique d'influence et d'orientation de l'ensemble du corps social extrêmement élevé. C'était même à ce moment-là et à cet endroit précis, c'était même l'individu qui avait le plus de puissance. Voilà, j'avais très envie de vous raconter un petit peu tout ça, ça colle un peu à l'actualité, je trouve que ça illustrait très bien certains mécanismes dont je vous avais déjà parlé, mais de façon peut-être un peu plus concrète. Hein. Voilà, bon, il faut dire que moi j'ai dû tenir 2h30, 3h avant de partir et de quitter les lieux, je crois que j'avais fait le tour, et puis je me sentais lourd d'avoir en permanence le cerveau comme ça qui était en mode résister à l'hypnose de l'orateur, parce que j'ai l'habitude d'évoluer dans des milieux nettement plus bienveillants et nettement plus respectueux d'une forme d'altérité dans laquelle les gens s'adressent aux uns et aux autres sans avoir recours comme ça à l'hypnose conversationnelle. Cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce comme ceci. Si jamais elle vous a mis en colère, vous pouvez mettre un pouce comme ceci. La partager ou pas sur les réseaux sociaux et nous rejoindre sur la page Facebook si vous avez envie de discuter un peu avec nous. Voilà, vous avez aussi le site hypnomachie.com dans lequel je répertorie les meilleurs articles de la page Facebook ainsi que quelques conseils de lecture. Salut Internet. Vous avez le total look droite là ce soir. Oh, écoutez, être de droite, c'est être élégant. Il suffit de regarder les gens de gauche. Et là, c'est autre chose. Il s'habille très mal. Et ce défaut esthétique, il se situe surtout sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Voilà, ça pêche. C'est sale. C'est sale, c'est gras.